Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur quoi déjà? dailyfx.fr bien sûr. Nous sommes le vendredi 20 novembre 2015, le morning meeting de 11 heures. Vincent Gann pour vous retrouver. Je pense que le son et l'image fonctionnent normalement. Je vérifie ça tout de suite à l'aide du mixeur de mon logiciel. Et c'est le cas. On va être bref, à moins que vous ayez beaucoup de questions, puisque les marchés sont globalement atones, peu de volatilité. L'essentiel des mouvements ont été établis les 3 premiers jours de la semaine et en réalité dès l'ouverture de lundi matin sur les marchés actions avec un gap baissier qui a duré 30 minutes lundi matin dans le siège des événements parisiens de vendredi 13 novembre avant de voir les acheteurs se remobiliser nettement sur les indices boursiers et connaître une séquence de hausse d'environ 3 séances qui se calme maintenant alors que la plupart des indices boursiers avaient repris leur plus haut du mois de novembre. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading des devises et des CFD. Je vous rappelle que chaque vendredi à 16 heures, ici même, la chronique psycho, donc avec Caroline Domanine, cet après-midi, l'addiction. Euh, L'addiction, donc un nouveau sujet qui sera traité à partir de 16 heures. On se concentrera malgré tout. Alors, je vais déjà vous proposer une synthèse de ce qu'il faut retenir sur le plan des fondamentaux cette semaine. Je vois 3 choses à retenir, 4 en fait. Le Japon en récession, mais ce qui n'a pas poussé la Banque centrale du Japon à agir davantage. Ok. Deuxième chose, les indicateurs économiques américains solides, bons, et qui peu à peu dissipent les derniers doutes quant à l'action de la Réserve fédérale lors de sa dernière réunion qui est prévue le mercredi 16 décembre, à savoir probablement une hausse de taux, un scénario plus vu depuis l'année 2009, mais par contre, si ce scénario a lieu, ce qui n'est pas certain, rien ne l'est de toute façon sur les marchés, je pense qu'il s'agira d'une hausse unique, car il faut être réaliste, même si l'économie américaine est sur une bonne dynamique, le contexte mondial et même des éléments propres à l'économie US ne justifient pas une série de hausses. La zone euro, lui, elle qui suit donc une pente doucement haussière du point de vue de ses agrégats économiques cette semaine, j'ai déjà jeté un œil au calendrier économique de la semaine prochaine. On prendra connaissance de la première estimation des indices PMI pour le mois de novembre. Ça c'est important parce que les indices PMI sont des indicateurs avancés et le marché cherche toujours à se projeter. On aura aussi la semaine prochaine la seconde estimation de la croissance économique aux États-Unis au troisième trimestre. 2 choses encore à retenir de la semaine, les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis qui rendent encore une fois un peu plus probable une action de la Fed en fin d'année. Et enfin, donc, ce matin, la conférence de presse donnée par Mario Draghi qui réitère une nouvelle fois le fait que, comme d'habitude, la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne restera accommodante. Le marché se projette désormais sur le jeudi 3 décembre prochain, la dernière réunion de l'année de la Banque Centrale Européenne. Alors je pense que si vous suivez nos émissions régulièrement, vous connaissez ces fondamentaux presque par cœur. Maintenant, je vais revenir sur les éléments techniques. Vous avez sous les yeux la semaine du DAX. Ce que j'ai ici isolé, c'est tous les chandeliers 15 minutes du DAX depuis lundi matin. Voilà. Donc on a toute la semaine sous les yeux. Alors je vous laisse me dire quelle est la tendance du DAX depuis le début de la semaine. Donc voilà, ça c'est le premier chandelier 15 minutes de la semaine sur le DAX. Nous étions le 16 novembre. Vous avez donc le DAX. Et donc cette semaine, elle est, bien sûr, elle est haussière. Le DAX cette semaine qui passe de 10 500 points et qui a fait un plus haut à 11 150 points, qui a donc gagné 650 points, dans une tendance haussière hyper bien construite sur le plan de l'analyse technique. Il n'y avait donc aucun argument technique valable pour adopter des stratégies de vente, qui sont donc des stratégies de contre-tendance. Tout a commencé lundi par une reprise impulsive sur le support à 10 500 points, alors qui est un gros niveau, mais sur des horizons de temps supérieurs. Un niveau par exemple que vous pouvez aisément visualiser sur vos graphiques en données journalières. Et puis depuis, une succession d'impulsions ponctuées de phases de range, des phases latérales propres aussi. Une impulsion, un range, et c'était le plus intéressant d'entre eux, celui que le marché a fait le 17 et 18 novembre sur le support à 10 880 points. Il y avait d'ailleurs une divergence haussière cachée. Le marché a repris sa marche en avant, casse des résistances, et sans surprise, à court terme, le DAX construit un range. Ça, c'est désormais la figure qui m'intéresse. Je pense que le DAX est en train de construire une formation en triangle rectangle. Au-dessus, donc,
du support à 11 040 points, 11 050 points ici sur le DAX, et donc jusqu'à preuve du contraire, tant que ce support tient sur le DAX, eh bien j'estime qu'il s'agit donc d'un niveau d'entrée intéressant sur le marché action allemand qui développe donc une phase de transition latérale au-dessus de son précédent sommet du 6 novembre. La dynamique, elle est donc haussière depuis le début de la semaine. Je pense qu'elle peut le rester d'ici la Banque Centrale Européenne le 3 décembre. Et à court terme, le marché construit donc un range, ici bien visualisable, qui prend la forme d'un triangle, ici représenté donc sur les bougies 15 minutes du GER 30. Le CAC 40, c'est à peu près le même topo cette semaine. Je peux vous refaire ici la semaine du CAC 40, cette fois-ci à l'aide des chandeliers horaires. Sur le DAX, tout a commencé par une réaction positive dès lundi matin après un trou de cotation baissier rapidement comblé sur 10 500 points. Sur le CAC, c'était 4 700 points et sur l'Eurostoxx 50, c'était 3 300 points. Donc autant de niveaux solides qui avaient été d'ailleurs franchis le 22 octobre dernier, lorsque encore Mario Draghi, décidément, avait évoqué une action forte de la Banque Centrale Européenne le jeudi 3 décembre. Et depuis, on a une succession de prises de parole qui militent en faveur donc d'un tel scénario. Cette semaine, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ont fait les marchés actions européens mardi matin. Lundi matin, ils ont rapidement comblé un gap baissier, ce qui est en l'état un signal de force. Mardi matin, ils ont ouvert un trou de cotation haussier, ce qui confirme le signal de force de la veille. Le CAC 40 a ouvert un gap dont la partie haute se trouve à 4 840 points. Tant que le marché tient les 4 840 points, la dynamique est positive. À court terme, le CAC est soutenu par une zone support comprise entre 4 840 points et 4 870 points. Je conserve une opinion positive au-dessus de ce seuil et je pense que le CAC 40 construit aussi un range au-dessus de cette zone. Admettons tout de même que le support à 11 040 sur le DAX est quand même plus limpide du point de vue donc de l'analyse technique. Donc pour ce qui est du DAX, écoutez, tant qu'il évolue dans ce triangle, l'idée c'est que si on rebondit sur la partie basse, c'est d'aller chercher la partie haute. Donc vous avez cette forme de triangle. Maintenant vous me posez la question, avez-vous un objectif de hausse sur le DAX? Mon cher Laurent, tout dépend l'horizon de temps. Mais si je devais vous donner une cible swing, je dirais toujours 11 400 points. 11 400 points, si le DAX donc parvient à sortir du haut du triangle, pour l'instant premier support ici à 11 044 points. Donc j'aurais tendance toujours à défendre une avancée supplémentaire en direction des 11 004. Et voilà, je pense que vous pouvez vous-même sur votre graphique du GR30 créer donc ce range. Écoutez, voilà, en l'état, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur les indices boursiers de la zone euro qui ont réalisé une semaine favorable, une semaine qui est de manière générale favorable à tous les marchés actions du monde, en Asie, aux États-Unis, en Europe. La semaine est positive. Alors on peut quand même s'étonner pourquoi est-ce que les minutes de la Fed ont soutenu les marchés actions. D'une part parce que le marché, même s'il a acquis la conviction que la Fed agira, elle n'agira probablement qu'une fois. Et d'autre part, cette hausse de taux, si elle a lieu déjà, et si elle a lieu, si elle est unique, vient en fait sanctionner simplement la bonne dynamique de l'économie américaine depuis l'année 2011. Je vous invite par exemple à observer la courbe du taux de chômage aux États-Unis depuis 4 ans. C'est quand même une courbe qui est baissière, avec un taux de chômage qui s'établit maintenant à 5% de la population active aux États-Unis. Bien sûr, je sais que le taux de participation est au plus bas et qu'il participe assez largement à ce recul du taux de chômage. Le dollar américain, il est en range depuis le 6 novembre, une phase de pause, après avoir fortement progressé depuis le 15 octobre dernier. Rien à dire de plus pour le moment. Moi, je vais me concentrer maintenant sur le taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar, rien de nouveau sous le soleil. Il reste dans son canal de baisse en place depuis le milieu du mois d'octobre dernier, avec, il est vrai, une séquence de baisse qui n'est plus verticale. La dernière fois que le taux de change euro-dollar présentait une opportunité, c'était hier en fin de séance européenne, ou encore ce matin à l'ouverture de la session européenne, lorsqu'il testait la partie haute de ce canal de baisse. Alors il s'agit ici d'une ligne de tendance baissière en place depuis le 15 octobre. Pour l'instant, le marché reste à l'intérieur, c'est tout ce que je peux vous dire sur le taux de change euro-dollar. Le taux de change USD-CHF, lui c'est le même topo, il a fortement progressé
Depuis le 20 octobre dernier, il a progressé d'environ 800 pips, voire même 850 pips, toujours soutenu pour le moment par cette ligne de tendance haussière, qui, jusqu'à preuve du contraire, tient. Si elle devait céder, la dynamique deviendrait davantage neutre, mais je pense toujours qu'un support décisif qui tiendra, c'est le niveau de la parité, 1 dollar US égale 1 franc. Alors, même si les tendances se relancent plus qu'elles ne se retournent, à un moment ou à un autre, les lignes de tendance ne sont pas éternelles. Personne ne peut anticiper qu'elle soit brisée, mais il faut se préparer aussi au fait qu'une ligne de tendance relance plusieurs fois la tendance, mais un jour elle ne relance plus la tendance. Mais ça, personne ne le sait. La seule chose qui assure, je pense, les gains dans une série de trades, c'est eh bien, de savoir gérer son risque, d'intervenir avec un bon timing et de suivre la tendance. Euh, Tant qu'on peut le faire, à un moment ou à un autre, elle se retourne. Là, on prend une perte, mais au moins, on a pu en profiter jusqu'à ce qu'elle s'inverse ou qu'elle change et on prend une perte. Mais cette perte ne neutralise pas la série de gains qui a été permise par le suivi de tendance. Enfin, en tout cas, ça, c'est ma vision des choses, ici à l'aide de l'analyse technique. Voilà donc pour le taux de change euro-dollar, pas grand chose à dire depuis. Pour le taux de change USD-CHF, idem. Moi, ce qui m'intéresse en réalité maintenant, étant donné que je pense que sur les paires majeures, l'essentiel des mouvements cette semaine a eu lieu. D'autre part, on n'attend pas aujourd'hui de statistiques américaines importantes. Il y en a même presque, il y en a pas concrètement. Il n'y a pas de statistiques américaines importantes. Il y a quelques chiffres en fin de séance. Par contre, il y a des chiffres en provenance du Canada. Et donc, je vais terminer la semaine en me concentrant avec vous cet après-midi sur le suivi des chiffres de l'inflation à la consommation au Canada. Et je surveille notamment cette ligne de tendance. Si elle relance la dynamique, tant mieux. En tout cas, elle permet de gérer son risque. Ça, je suivrai ça avec vous cet après-midi. Alors, du côté des autres paires de devises majeures, eh bien, écoutez, l'AUD-USD se reprend. Le dollar australien est en forme cette semaine. Et pour le moment, j'ai pas changé d'opinion. Je sais qu'on se reprend. On attaque un seuil important à 0,7220. Je n'y touche pas. Je n'ai pas de vue de marché particulière sur l'AUD USD. Le NZD USD, j'ai toujours donc ce sentiment ce matin qu'on avait une dive. Elle a agi, on a fait un léger rejet. On se maintient sous cette oblique, on temporise, on voit bien en fait dans quelle situation se trouve le NZD-USD. Le NZD-USD, il avait donné un signal de vente le 4 novembre en cassant 0,6650. La cible, c'était de revenir sur ce niveau-là, les 0,6450, la ligne de coup d'un double creux. Le marché s'est repris sur la ligne de coup du double creux, remonte, revient ici au contact d'une résistance importante, pour le moment temporise en dessous, sans mouvement pour l'instant significatif. On avait ici une contradiction de momentum, elle a agi. L'indicateur revient déjà à la neutralité, donc la div a produit son effet. Hein. C'est un graphique de court terme. Il n'y a plus grand chose d'autre à en attendre. Ce marché désormais temporise. Donc en effet, pour résumer ce que nous disait tout à l'heure MIC 540, Hello Vincent, journée d'orange, lol, eh bien c'est à peu près le cas. C'est en effet le cas. En cette fin de semaine, la plupart des actifs s'établissent dans des ranges. J'ai même envie de dire que le yen aussi, le taux de change USD-yen est en train aussi de s'établir dans un range. Ce qui a permis cette semaine le renforcement du yen japonais, c'est le fait qu'en dépit de 2 trimestres consécutifs de croissance négative au Japon, la Banque centrale n'a pas souhaité agir davantage et surtout elle est restée confiante dans le timing pour atteindre ses objectifs. Cette semaine, la nouveauté sur l'USD yen, c'est qu'il est passé d'une tendance haussière qui l'a mené de 118 yens à 124, donc tout de même 600 pips, dans un mouvement haussier bien construit. Il a atteint une cible importante à 123,80, qui était le point de décrochage du 28 août dernier. Il brise une ligne de tendance haussière. Lorsqu'on brise une ligne de tendance haussière, la dynamique change, ne s'inverse pas forcément, mais tout au moins elle change. Et c'est désormais le cas sur le taux de change USD-yen, qui s'établit dans un range, encore une fois, un rectangle, entre 122,20 et 123,80. Il y a une seule façon d'utiliser un range horizontal pour des stratégies de trading, c'est deux niveaux de prix, la partie basse et la partie haute. Et au moment où je vous parle, ce marché est en plein cœur du range, il n'y a donc pas de niveau de prix exploitable.
Alors l'once d'or, eh bien écoutez, se reprend. Je suis en doute avec l'once d'or. Je vais vous expliquer pourquoi je doute sur ce que peut faire l'once d'or. L'once d'or, il y a d'abord cette forte chute depuis le 16 octobre. L'once d'or qui chute de 1190 dollars à 1164. Et puis il y a désormais un once d'or qui se stabilise. Et je suis en train de me demander si on n'a pas ici en données journalières une structure de reprise en étoile du matin. Alors, et l'idée c'est quoi? L'idée c'est que le marché propose depuis la mi-octobre des stratégies hyper directionnelles, basées essentiellement sur la hausse du dollar américain. Je commence à me dire qu'il faut peut-être mettre le haut là sur ces stratégies directionnelles. En clair, qu'elles sont susceptibles de pas forcément se relancer dans l'immédiat. Alors, c'est ce qu'on peut voir sur la UD-USD, le NZD-USD. Bon, l'USD4, c'est un autre cas. C'est ce qu'on voit sur l'USD-Yen qui temporise après 600 pips de hausse. Je suis en train de me dire, le métal jaune peut lui aussi rentrer dans un scénario qui serait celui-ci, hein, celui d'une phase de stabilisation entre 1060 et 1105. En tout cas, le marché a quitté cette chute verticale. L'once d'or a quand même baissé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ne doit pas être loin de 15 séances consécutives de baisse. 15 séances consécutives de baisse, 5 séances par semaine, fait 3 semaines de baisse d'affilée. Et je suis en train de me demander si on n'aurait pas une espèce de configuration en étoile du matin. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut adopter des stratégies positives, parce qu'à tout moment, cette tendance baissière peut se relancer. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'au fond, à court terme, il est grand temps, je pense, désormais. Je constate comme vous, j'étudie chaque jour, l'information m'arrive, et j'ai donc cette potentielle étoile du matin à mettre entre parenthèses à court terme les stratégies de suivi de tendance baissière sur le métal jaune. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une étoile du matin, vous pouvez faire des recherches. Il est vrai qu'en données 4 heures, on a toujours ce canal baissier ici sur l'once d'or, mais voilà, une structure en étoile du matin en données journalières m'invite à un peu de prudence après donc 15 séances consécutives de baisse sur le métal jaune. Je dirais stand-by à court terme sur les stratégies directionnelles en place depuis plusieurs semaines, hormis peut-être celles qui sont encore en place sur l'euro-dollar ou l'USD-CHF ou l'USD-CAD, qui là sont susceptibles encore de se relancer. Les autres, c'est stand-by, statu quo, pour le court terme. En tout cas, en ce qui me concerne, pour ma vue de marché. Alors, la livre sterling face au dollar américain, écoutez, elle se reprend. Elle avait donné un signal positif en cassant les 1,5240. De manière générale, à moyen terme, c'est un range, un vaste range. Depuis le mois de mai dernier, voilà ce que fait le GBP-USD, ce qui n'est pas non plus hyper directionnel. À court terme, on voit bien qu'on se reprend dans le cadre d'une phase en 3 temps. Le marché est soutenu aussi par une ligne de tendance haussière depuis sa reprise, depuis les 1,51. Donc pour l'instant, il est bien orienté. Jusqu'à où peut se poursuivre sa reprise, on a éventuellement ce canal. Mais honnêtement, j'ai pas davantage de conviction. Honnêtement, je préfère m'intéresser à des achats de la livre sterling face à des devises faibles comme les devises européennes. Et je me suis notamment beaucoup intéressé au GBP-CHF qui avait donné un signal d'achat majeur encore en octobre en dépassant les 1,5120, qui a aussi donné un signal positif lorsqu'il a débordé les 1,54, qui continue de se reprendre, mais qui a atteint quand même le GBP-CHF son niveau juste avant l'abandon par la Banque nationale suisse de son sol le 15 janvier dernier. Donc là aussi, je me dis que l'avancée du GBP-CHF d'environ 1100 pips depuis mi-octobre, bon, ça peut commencer aussi à faire aboutissement d'une vraie phase directionnelle. Donc je constate les éléments suivants, on est le 20 novembre, il y a des mouvements hyper linéaires qui se sont déployés depuis le 15 octobre, on est le 20 novembre, on atteint des seuils techniques à peu près forts un peu partout, qu'il s'agisse de l'once d'or ou du GBP-CHF, ou de l'USD Yen, ou du NZD-USD, on l'a vu avec la reprise sur 0,6450. L'idée c'est de ne pas inverser la dynamique, il n'y a pas de phase directionnelle qui s'inverse, mais on rentre probablement en effet dans des ranges, comme le disait tout à l'heure MIC 540. Alors j'estime toujours par contre cependant intéressant d'utiliser la résistance à 42,50 pour adopter une stratégie de vente sur l'US Oil, résistance donc à 42,50.
Pour le métal jaune, j'ai cette hypothèse de canal, mais je suis très méfiant par rapport à la configuration en données journalières, même si je constate que le risque c'est quand même à tout moment de repartir à la baisse. Et puis donc je vais continuer de m'intéresser notamment au taux de change USD-CAD, au taux de change euro-dollar ou encore au taux de change USD-CHF. Enfin, parmi les indices boursiers, le DAX, de loin le plus propre, hein, je dirais en intraday, il n'y a pas photo. On a quand même un beau range ici au-dessus des 11 044 points qui me va bien. Et je pense que tant que le marché revient tester la partie basse du range, je pense que c'est uniquement à ce moment-là que ce marché propose une opportunité d'entrée intéressante pour gérer son risque. Il ne faut pas se forcer à investir, il faut repérer des niveaux à un stade précoce qui ne sont pas forcément aussi limpides que c'était le cas les semaines passées parce qu'on arrive quand même au bout d'un certain nombre de cycles directionnels. Mais je pense malgré tout que ce niveau sur le DAX ou encore la résistance à 42,50 sur l'US Oil ou encore le canal de baisse de l'euro-dollar ou encore le canal haussier de l'USD-CHF, voire le taux de change du USD-CAD et cette ligne de tendance haussière depuis la mi-octobre peuvent encore agir sur ces marchés. Alors après, vous pouvez peut-être avoir d'autres stratégies, d'autres paires de devises avec une nature directionnelle. Je pense notamment à l'euro GBP, qui reste bien baissier. Vous avez aussi cette ligne de tendance qui attrape la baisse depuis le 15 octobre. Je pense toujours que l'euro GBP peut se replier en direction des 0,6930. Ce qui me plaît sur l'euro GBP, c'est ça. C'est qu'à court terme, on fait vraiment encore un range, mais pour le coup, j'ai le sentiment qu'on pourrait en sortir par le bas, en cassure des 0,6980 pour viser 0,69. Sauf que là, on est dans la partie basse du range, sortir un support, c'est compliqué. Par contre, on a toujours la possibilité d'exploiter cette ligne de tendance. Au final, voici quel est mon sentiment. Euh, le dollar US a monté pendant un mois. On va mettre un peu le haul là sur les stratégies d'achat du dollar US. L'euro, par contre, peut rester sous pression, notamment face aux devises fortes que sont, de manière générale, le GBP et le dollar US. C'est pour ça que chercher des résistances pour vendre l'euro-dollar ou chercher des résistances pour vendre l'euro GBP, je reste toujours sur ces stratégies-là. Et puis donc pour le dollar canadien, je m'intéresse à l'USD CAD et je m'intéresse aussi beaucoup au GBP CAD qui tente lui de dépasser une résistance. Attention, le GBP CAD n'est plus sur support, il l'était tout au long de la semaine lorsqu'il testait les 2,0120. Vous avez ici ce beau support que formait le GBP CAD avec toutes ces mèches le 13 novembre, le 16 novembre, le 17 novembre et encore hier lorsque le GBP CAD est venu tester les 2,0180. Depuis, il s'est apprécié de 150 pips et il teste un niveau décisif ici à 2,0330. Ce niveau, il faut le surveiller parce que s'il est débordé aujourd'hui avec l'inflation, tous les mouvements de retour seront à acheter parce que je pense qu'à ce moment-là, on pourra être ambitieux sur le GBP CAD et viser les 2,0560. Cependant, on ne peut pas mettre en place une stratégie d'achat sous résistance puisque actuellement, le GBP CAD teste cette résistance. J'en ferai avec vous le suivi cet après-midi et notamment donc de cet actif-là, le taux de change USD CAD. Voilà donc ce que je peux vous dire. Support à 4870 sur le CAC 40, support à 11 044, 11 050 sur le DAX pour des stratégies positives, ligne de tendance haussière sur le taux de change USD CAD et un euro-dollar qui ce matin a rejeté dans la partie basse d'un canal de baisse, qui a rejeté d'environ 70-80 pips sans pour autant s'effondrer. Le marché est globalement anémique. Alors, question de visiteurs. Alors, quand je dis visiteurs, c'est simplement en fait des personnes qui posent des questions sans choisir de pseudo, mais peu importe. Hein. Vous êtes tous de toute façon des visiteurs. Alors, la UD-USD, je me suis déjà exprimé dessus, je n'ai pas d'opinion, hormis le fait que le marché va tester une forte résistance à 0,6240, qu'éventuellement elle m'intéresserait pour un short s'il y avait des divergences. Il n'y en a pas. Donc, c'est trop fort pour se risquer de la vendre. Le GBP NZD, que penser du GBP NZD? Écoutez, je vais déjà passer en données journalières pour vous fournir
une vue de marché. Alors, on a un canal de progression ici depuis le rebond sur les 2,25. Bon, voilà ce que nous avons sur le GBP-NZD. Pas de div en l'état. C'est vrai que là, on revient à la neutralité. On a ce canal. Pourquoi pas considérer en fait que nous sommes proches d'un bas de canal haussier sur le GBP-NZD. Je vais juste voilà, retracer ça. Écoutez, éventuellement, un canal. Alors qu'il faudra essayer de tracer proprement. Honnêtement, c'est pas hyper propre hein, sur le plan de l'analyse technique. Moi, de toute façon, sur des stratégies de marché, quand c'est pas hyper limpide du point de vue de l'analyse technique, hein, je préfère pas me forcer. Pourquoi? Parce que dès lors on délimite une zone, mais qui est floue, large, comment gérer le risque? C'est pourquoi j'insiste plutôt sur des niveaux qui me paraissent euh, être des vrais niveaux de prix, c'est-à-dire que je ne vous donne pas une zone, je vous donne un prix qui permet d'intervenir. 11 044 sur le DAX pour un achat au-dessus d'un bon support. 4 870 sur le CAC 40 par exemple sont des bons niveaux de prix. On a aussi sur l'USD CAD hier les 1,3225 mais toujours cette ligne de tendance là qui soutient les cours. Euh, le reste en fait sont surtout des zones de prix qui sont plus difficiles pour des stratégies. Ou encore le GBP CAD avec ce point d'accélération à 2,0330. Alors, donc je pense que le marché des devises aura du mal à définir une tendance sur certaines devises. Qu'en pensez-vous? Oui, bah écoutez, probablement. Euh, probablement. Alors, est-ce qu'un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds est déjà intégré? Probablement que oui. Depuis le temps que le dollar américain progresse, depuis le temps qu'on évoque cette hausse de taux, ça pourrait être en l'état, même si c'est pas un non-événement, parce que bon, on en parle depuis tellement longtemps qu'au fond on se demande si ça aura vraiment lieu. Mais c'est pas une hausse des taux de la Fed qui déclenchera un mouvement de 1000 pips. Mais par contre, ça pourra entretenir les dynamiques. Voilà, bah écoutez, je vous laisse donc avec ce graphique en 15 minutes du DAX pour insister sur le caractère propre de cette phase de transition latérale et notamment du niveau de support. Je vous retrouve à 14h15 pour le suivi de l'inflation au Canada. On fera un bref point sur les paires en dollars canadiens, notamment l'USD4 et le GBP4, parce qu'elles m'intéressent, ces paires de devises. J'introduirai ensuite brièvement le calendrier macroéconomique de la semaine prochaine. Et puis ainsi se terminera donc la série de webinaires de la semaine sur DailyFX. Prochaine émission à 13h avec Sylvain, le 13h des Day Traders, avec à nouveau un retour intraday sur le DAX entre autres. Merci à tous et à tout à l'heure.